verte pour les transports publics de voyageurs, taxi ou bus et bleue pour les autres catégories. Votre nouvelle attestation d'assurance automobile disponible chez votre assureur. Ceci est un message de l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun, ASAC. Le Cameroun, pays bilingue et multiculturel. Le pays des lions indomptables, 25 millions d'habitants, un taux de croissance de 4%, une inflation au taux de 1%, un potentiel hydroélectrique, l'un des meilleurs en Afrique, au sud du Sahara. Un sous-sol riche et inexploité, un climat des affaires qui s'améliore. Une loi sur les incitations à l'investissement révolutionnaire. Investir au Cameroun comme nulle part ailleurs. Un message de l'Agence de promotion des investissements. Bossé, tu as vraiment un don pour me faire voir le bon côté des choses et me rassurer, ma princesse, tu sais. Bossé, tu viens de dire son nom, tu le connais? Je ne l'avais jamais vu cet homme auparavant, Elara. C'est juste que j'ai l'impression de toujours le croiser depuis 2 jours maintenant. Bonjour, je suis le docteur Tadja Bassour. Ce que je veux dire, c'est, veux-tu sortir avec moi? D'accord. Oui, ces filles-là. La troisième en particulier. Il est sans doute l'un des patrons d'un grand garage qui entretient de belles voitures hors de prix. Votre voiture est prête, monsieur. Tiens, c'est bon. Épreuve, mensonge, déception, vendeur d'illusions. My dear brothers, sisters, and even my children, COVID-19 is real. I'm saying this because some of my loved ones, and even my Christians, are victims of COVID-19, right as we are talking. It is imperative to put on face mask, wash your hands with running water and soap, and maintain physical distances when necessary because COVID is real. Je chante, mon âme est contente, reconnaissante envers le Seigneur. Aujourd'hui, c'est sauter de force à la façon H2T. Aujourd'hui, je vais vous proposer comment poser une perruque métissée et avoir un effet mouillé. In Africa, and even amongst Western societies, ancestors are part of us. Peuple africain, je te confie un secret. Pour mieux construire notre continent, c'est dans le temps qu'est le dialogue. Nous allons présenter du poulet basquez. The family is the first institution that God established. When people are okay, they don't see any reason to actually seek for knowledge when it comes to marriage. Mes parents savent que tu es toujours avec moi. Personne ne sait que tu m'as déjà quitté pour elle. Nous allons préparer du poisson. On a choisi le bar. This fierce collection, it is from my experience, it's from my life. Come on. When you're not strong, I'll be your friend. I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long. Attention, attention. Bayam Salam, commerçant Asso. Le coronavirus est encore parmi nous. Respectons les mesures barrières. Portons le masque chaque fois qu'on a un de nos assos devant nous.
Lavons-nous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Bonsoir. Pardon? Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition de Scène de Presse. On se retrouve juste après le générique. Une fois de plus, bienvenue à cette édition de Scène de Presse. Merci de nous faire l'honneur de regarder votre émission ce soir. Sur le plateau, Yvonne Bimouma, qui est secrétaire à l'éducation et à la formation politique au Social Democratic Front. Bonsoir madame et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Lucas et un coucou à toutes les mamans du Cameroun. À ma gauche, le docteur Max Mbida, qui est géostratège et analyste politique. Nous vous accueillons avec plaisir pour la première fois sur ce plateau de Scène de Presse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lucas, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. 31 bougies pour le Parti de la Balance. C'était le 26 mai dernier, un anniversaire qui intervient alors que la cote de popularité du Social Democratic Front semble aller décrescendo ces dernières années. Si on s'en tient à ces scores électoraux, alors que reste-t-il du SDF? Question sur la table du débat ce soir. Et puis en deuxième partie, nous ferons une évaluation de la deuxième vague du Covid-19 au Cameroun ainsi que le point sur la vaccination environ 2 mois après l'arrivée des premières doses de vaccins au Cameroun. Mais avant, nous parlons donc du Social Democratic Front. Une fois de plus, Yvonne Bimouma, bonsoir. Bonsoir Lucrèce. Alors, de quoi vous êtes-vous souvenu le 26 mai dernier? Avez-vous repensé à votre marche dans les rues de Bamenda d'il y a 31 ans? 31 ans, oui. J'ai pensé à ceux avec qui nous avons pris les rues de Bamenda, surtout ceux et celles qui sont tombés ce jour-là. J'ai pensé à leur famille, surtout la famille de Juliette Sicotte, qui était une camarade de classe à GBHS de Bamenda. Et en ce jour mémorable, je ne peux que souhaiter que leur âme continue à reposer en paix et que ce pourquoi ils sont tombés, que nous leur promettons de continuer jusqu'à ce que le SDF accède au pouvoir. Alors justement, votre vœu, c'est que le SDF accède au pouvoir, mais on a le sentiment ces derniers temps que les scores réalisés par le SDF ne sont pas susceptibles de lui ouvrir les portes du pouvoir, les portes du palais d'Etoudi. Alors dites-nous, que reste-t-il de ce SDF-là, de ce SDF d'il y a 31 ans? Le SDF est comme un enfant qui a 31 ans. C'est un adulte? C'est un adulte déjà. À ses débuts, c'était le show de la rue. Mais la chose politique qui n'intéresse plus trop les Camerounais, on ne peut pas penser que le SDF a perdu la côte. Je pense que la chose politique, généralement, au Cameroun, a perdu la côte. Si nous regardons le pourcentage de ceux qui participent aux élections aujourd'hui et ceux qui avaient participé aux premières élections en 1992, on voit que la pente va descendante. Les Camerounais ne s'intéressent pas à la chose politique et donc ce n'est pas un malaise dans le SDF, c'est un malaise
à la camerounaise. Et sincèrement, je pense que il faut revoir, il faut redonner espoir aux Camerounais de s'intéresser à la chose politique. Alors, on a connu, j'insiste quelque peu, on a connu le SDF comme étant un parti frondeur. Votre camarade Jean-Michel Nietzsche, paraphrasé par nos confrères de Jeune Afrique, estime que le SDF est entré dans une opposition qu'il qualifie d'opposition républicaine et dont le fondement justement est la convivialité avec le RDPC, pour ne pas parler de connivence avec le RDPC. Êtes-vous de cet avis-là? Non, je ne suis pas de cet avis parce que je ne sais pas sur quoi il se base pour le dire. Même si on a appelé à gouverner demain, on chemine avec ceux qui sont là aujourd'hui en se préparant pour cet avenir. Un SDF frondeur, on a fait les rues. On a eu tout ce qu'on pouvait dire comme bastonnade, verse d'eau, les gaz lacrymogènes. Et dans le contexte actuel camerounais, la crise Boko Haram à l'extrême nord, les crises sociopolitiques qui se vivent dans le nord-ouest et le sud-ouest, on n'avait pas créé le SDF pour qu'il marche sur le sang des Camerounais pour gouverner, mais le SDF, dont je suis militante, pense à gouverner avec les Camerounais ensemble. Donc, frondeur, est-ce qu'il demande que nous rentrons dans la rue? La politique de la rue n'a jamais payé. Depuis 31 ans, nous sommes là. Nous pensons qu'on peut plus réfléchir que d'aller physique. Raison pour laquelle il a le droit de penser comme il veut, mais ce n'est pas ça le SDF. Nous continuons à prôner le système de gouvernance fédérale. Nous continuons à prôner le fait que ce pays, il y a le mal-vivre, il y a un problème profond au Cameroun, que les Camerounaises... L'idéologie reste la même. L'idéologie de la social-démocratie reste la même. Peut-être c'est les hommes ou l'âge qui a ramolli les hommes, mais nous restons les mêmes. Alors, vous avez justement utilisé un verbe que je m'apprêtais à utiliser pour poser cette question au docteur Mbida. Vous qui êtes analyste politique, dites-nous, cette entrée dans ce que l'honorable Nietzsche qualifie, selon nos confrères de Jeune Afrique, d'opposition républicaine, alors cette entrée a-t-elle ramolli le Social Democratic Front? Alors, ma chère Lucrèce, on va le faire comme Platon, dans le chapitre 7 de ce qu'il appelle précisément la République. Imaginons un instant ce plateau, scène de presse ce soir, comme étant le tribunal de l'histoire pour le SDF. Et on va dire, je serai l'avocat de la constellation des sympathisants, des partisans, de tous les suiveurs, n'est-ce pas, de toutes les personnes qui font confiance, j'allais dire, qui ont fait confiance au parti. Et je dirais, comme l'avocat que je me revendiquerai, qu'il y a eu tromperie et duperie sur la marchandise. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le SDF, effectivement, remettons-nous dans le contexte de l'époque. Nous sommes en 1990-92. Après la merveille, Paul Biya, qui a émerveillé, qui a illuminé la nation dans les années 80-85, lorsque le chef de l'État est au pouvoir, l'avènement du SDF, la découverte de Nidjon Fundi était considérée à l'époque comme la deuxième plus belle chose qui arrivait à notre pays. C'était le couronnement de l'idéal démocratique auquel, n'est-ce pas, souhaitait accéder toute la République. Et donc, à ce moment, le SDF apporte un projet de société, un projet politique qui est formidable. Mais la tromperie, justement, c'est qu'on ne sait pas, à la fin, de quoi le SDF était fait. Le SDF était-il fait de la volonté, de l'intérêt d'un individu qui souhaitait jouer un rôle, peut-être sur le plan politique, et donc faire valoir un certain nombre de ses intérêts? Le SDF était-il tout simplement un parti politique qui venait pour discuter de la question anglophone? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, tous ces questionnements, n'est-ce pas, se révèlent
ils révèlent le parti politique SDF comme étant le canard boiteux de la politique camerounaise. Le canard boiteux de la politique camerounaise. Yvonne Moumami. Je ne sais pas aussi, je voudrais revenir là, sur quoi il se base. Canal boiteux. Le SDF a face à lui une machine administrative répressive qui est le RDPC. Un RDPC qui est en même temps parti politique et parti administratif. Un canal boiteux qui n'a pas ces mêmes moyens. Pendant les campagnes, si vous êtes sincère envers vous-même, toutes les voitures administratives de cette République se déploient sur le terrain. Toutes les ministres, toute personne qui est dans l'administration et qui a une fonction un peu élevée est militant automatique du RDPC. Avec cette machine répressive, administrative et financière, vous avez le droit de dire ce que vous pensez, mais mon SDF à moi reste le même, toujours ancré sur les textes qui l'ont fondé. Mais vous êtes dans le beau rôle de toujours trouver les excuses, de toujours faire porter la responsabilité de vos échecs, n'est-ce pas, par le parti au pouvoir. Je ne suis pas représentant du parti ici ce soir. Mais il faut reconnaître que le caillou est dans la chaussure du SDF lui-même. Parce que nous sommes en 1992 et Frondi est à 2 doigts d'accéder au pouvoir. Il a gagné les élections. Alors, je voudrais justement que nous nous arrêtions, si vous permettez, je voudrais justement que nous arrêtions sur les scores électoraux du SDF. Le SDF est passé de 43 députés à 5 aujourd'hui. Vous qui parliez de la machine qu'est le RDPC. 43, originaire de quelle région? Non, permettez que je pose la question. Okay. Alors, vous parlez du RDPC qui est une machine, mais cette machine existait déjà il y a 31 ans. Donc, de 90 à 2021, on a bien vu que le SDF est passé de 43 députés à 5 aujourd'hui, de 60 communes à moins de 5 aujourd'hui, à la présidentielle de 35,95% à moins 5% lors de la dernière présidentielle en 2018. Ça fait donc, lorsqu'on fait les chiffres, on se rend bien compte que plus les années passent, plus le SDF semble perdre sa cote de popularité. Si on s'en tient uniquement au score électoral. Au score électoral, dans un système électoral qui n'est jamais connu d'avance. Dans un système électoral qui a connu un désenchantement des Camerounais. Si nous nous tenons aux chiffres de la participation aux élections, je prends juste les élections de depuis 2016, donc pendant la crise. En 2018, je ne connais pas combien. Chaque parti politique a d'abord sa base, et la base électorale du SDF, ou sa base, c'est le nord-ouest et le sud-ouest. La crise sociopolitique qui se vit dans ces deux régions vient encourager de plus les Camerounais dans ces deux zones de ne même plus sortir, aller voter. Ce n'est pas seulement les deux zones. Les deux élections présidentielles de 2000... Vous avez quand même remporté les sénatoriales dans les sénatoriales étaient compréhensibles. On pouvait comprendre. Passé de 14 à 7, mais vous avez quand même on pouvait comprendre puisque le collège électoral était connu d'avance. Parlons des civils. Quel Camerounais lambda est sorti, aller voter? Toutes ces dernières élections, c'était des élections administratives, puisque ce n'est que l'armée camerounaise qui a voté. Prenons l'exemple d'une circonscription comme Batibo. L'armée qui est quand même constituée des citoyens camerounais. Citoyens camerounais, combien sont-ils dans ces zones où on s'attendait à plus de 100 000 votants? On a eu 135, pas 1950, 135 votants. Et vous allez me dire qu'ils se réclament élus. Ces résultats reflètent la politique au Cameroun. Et ce n'est pas le mal du SDF seul. Ce n'est pas parce que le SDF a arrêté de
présenter les militants, mais le Camerounais n'est plus intéressé par la chose politique. C'était l'excitation. Tout le monde a accueilli du nouveau en 90. Je dis tout le monde. Nous étions dans les rues. J'ai fait la campagne de 92. Quand je pense, j'ai la chair de poule par rapport à la population qui sortait. C'était du nouveau. Chacun sortait voir du nouveau. Il fallait que la chose politique, qu'on continue à conscientiser le Camerounais. Mais quand on sort pour aller voter aussi massivement et qu'à la fin, les résultats ne reflètent pas ce qu'on a pensé mettre dans l'urne, ça décourage et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Moi, j'ai plutôt une autre question à poser au docteur Bida. C'est celle de savoir si le SDF n'a pas arrêté de faire rêver les Camerounais, au-delà de ce que la secrétaire nationale à l'éducation et à la formation politique du SDF, elle sait de quoi elle parle. Donc, au-delà du développement qu'elle a pu faire, elle explique par exemple le contexte dans lequel on évolue, les Camerounais qui de plus en plus ne sont plus intéressés à la chose politique. Mais est-ce que ce n'est pas également la faute du SDF? Est-ce que les Camerounais n'arrivent plus aujourd'hui à rêver parce que le SDF, on va dire entre parenthèses, a quelque peu déçu? Si oui, pourquoi? Oui, il faut reconnaître que le SDF, et Mme Bimouna le relève pertinemment, a apporté de l'espoir, a apporté, j'allais dire, le signe d'un renouveau politique. Mais le SDF est également victime de ses propres turpitudes. Au sein du parti, on est tous les jours, on enregistre tous les jours des conflits, des mésententes. Et Mme Bimouna vient encore de nous en faire la preuve tout à l'heure, n'est-ce pas, lorsqu'elle réagit lorsqu'elle réagit à la déclaration du député Nietzsche. Donc, le SDF qui, sur le terrain, on va dire, a suscité le reproche d'un certain rapprochement incestueux avec le parti au pouvoir. Donc, le parti qui était, on va dire, pour la majorité de ses militants et de ses sympathisants, constitué, n'est-ce pas, de personnes qui en voulaient au pouvoir, de personnes qui voulaient absolument faire sauter le chef de l'État, n'est-ce pas, forcément, se retrouve dans une posture où il y a comme de la désaffection, comme de la démobilisation, comme de la débandade. Et donc, la situation dans laquelle se trouve le SDF aujourd'hui est tout à fait normale. Alors, moi, je voudrais qu'on s'arrête sur deux dates, deux rendez-vous avec l'histoire que le SDF aurait eu, si on en croit une certaine opinion. Il y a eu, le 1er mars 1992, boycott du scrutin législatif et puis boycott de la présidentielle de 1997. On a le sentiment, Yvonne Moumabi, que chaque fois que le SDF a un rendez-vous, j'ai envie de dire, historique avec le peuple camerounais, il se débine. C'était le cas le 1er mars 1992, c'était encore le cas en 1997. Quand nous parlons du SDF, on dirait que le SDF était le seul parti d'opposition au Cameroun. Le cas de 92, on avait d'autres partis politiques d'opposition. Le SDF a boycotté, mais l'opposition a gagné les élections législatives au Cameroun. Nous parlons du SDF. Non, le SDF n'est pas seul sur la scène camerounaise. Pourquoi le SDF l'opposition n'a pas participé à l'élection de 1992? On a boycotté. Je ne peux pas rentrer là dire pourquoi ou pourquoi pas. On avait boycotté. L'opposition camerounaise a gagné ces élections. Pourquoi ils n'ont pas fait front? Le SDF est le Jésus de l'opposition au Cameroun. Pourquoi ils n'ont pas fait front pour changer? Cette décision a été prise, on ne peut pas en revenir. On ne peut pas y rentrer. Du capital de sympathie que vous aviez avant. C'est cette capitale, c'était la base qui nous disait de ne pas y aller. Et c'était sur un front commun. Ce n'est pas le SDF seul qui s'était assis. C'était un front commun des partis de l'opposition qui avait décidé de boycotter. Mais comme dans toute entreprise, il y a des personnes qui ne sont pas intègres à la veille. D'autres, ce sont
désolidarisé de ce boycott et ils sont allés aux élections. Et en 97, présidentielle de 97, que c'est La présidentielle de 97, je pense que le boycott fait partie de la procédure démocratique. Il a le droit d'aller ou de ne pas y aller. Alors, moi, je dirais plutôt que Madame vous nous avez dit hors antenne qu'il s'agit là du marchandage politique. Oui, effectivement, c'est l'une des possibilités que... je reviens à ce que j'ai dit au départ, qui va rejoindre ce que vous me suggérez. Alors, je dis qu'au départ, le SDF, c'est, n'est-ce pas, la posture pharaonique de Nigel Fundi, qui est un être politique rationnel, qui a une position, et donc qui peut avoir trouvé dans le boycott d'autres aspirations, d'autres intentions, n'est-ce pas? D'où le marchandage dont je vous ai parlé hors antenne. Et il est donc possible que, n'est-ce pas, le chairman ait entraîné le SDF dans une impasse, j'allais me dire, dans une impasse politique, qui a fait que, bon, le parti, n'est-ce pas, Madame Bimouna a peut-être cru que c'était, n'est-ce pas, le fait d'une collaboration, d'une coalition de partis politiques, mais ça peut également s'expliquer par le fait que le chairman, n'est-ce pas, dans ses accointances un peu incestueuses avec le parti au pouvoir, ait trouvé d'autres... Déjà en 92 et en 97 oui, déjà en 92 et en 97, rien n'est impossible, n'est-ce pas, ait eu, n'est-ce pas, d'autres... Vous êtes responsable de vos propos, docteur Bida. Bien sûr, bien sûr. Ces accointances incestueuses. Oui. Heureusement, Lucrèce, cet homme, il vit encore. Vous pouvez aller lui poser la question de quelle était sa posture. Mais militante des SDF que j'étais, nous avions des demandes. Il y avait des réclamations qu'il fallait une transparence dans la procédure électorale, dans le processus électoral pour que nous y allons. Voilà pourquoi on avait boycotté. Incestueux du marchandage, ça c'est du lourd, ça, parce que... Il y avait déjà cette transparence avant, Madame Yvonne. Il y avait, nous avons marché avec les transparent ballot boxes. Parlant de transparence, on a toujours été du côté de ceux qui réclament. On allait au NEL 1, au NEL 2. Aujourd'hui, nous sommes à Elekam, où nous ne sommes toujours pas satisfaits. On continue à réclamer un processus électoral. Une structure indépendante qui gère Madame Yvonne, les élections dans ce pays. Je voudrais observer, avant que nous observions un premier arrêt dans cette édition, c'est que le SDF... va à la présidentielle de 92 et remporte à peu près 36% des suffrages valablement exprimés, soit 5% de moins que le président déclaré, le président Paul Biya. C'était dans le même contexte. Comment expliquez-vous cela? Effet de surprise. Il ne s'attendait pas. Les 35, les résultats étaient renversés. Le SDF avait gagné les élections. Aujourd'hui, même entre eux, parmi eux, ça se dit. Mara Falla dit en prison. Lui, il était la machine. C'est facile de le dire. La machine à fabriquer. C'est facile de le dire puisque c'est passé. Aujourd'hui, c'est facile de le dire. C'est facile de le dire parce que c'est passé, mais c'est ce qui est arrivé. Ils avaient renversé les résultats. Ça, c'est du passé. Fundi avait pris la Bible, il a mis devant lui, il a cru vouloir. Il a cru qu'il était dans un processus sincèrement démocratique, sans savoir que plus on avançait, plus la machine était huilée. La machine de fraude, je veux dire, était huilée. Nous allons marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de presse, le SDF, un rendez-vous manqué avec l'histoire. C'est une question que Michel Renaud-Wanja a posée aux journalistes dans la rubrique édito. Voici leur réponse. Les Camerounais avaient fondé peut-être au gré de la démocratie qui arrivait dans les années 90,
aboutir à un autre changement politique, donc avoir peut-être une autre formation politique au niveau du Cameroun. Mais les enjeux ont été tellement rudes que le SDF a dû donc replier, on peut dire faire un repli tactique en faisant des alliances. Le SDF a atteint son objectif parce que le SDF a eu plus de 40 députés et les conseils municipaux dans toutes les régions. Maintenant, il a 5 députés et certaines communes, mais j'espère qu'il est encore là. Ce n'est pas fini avec le SDF. Le SDF va encore plein de surprises. Ce n'est pas, on attend le présidentiel 2024, comme ça. On va voir ce que le SDF va faire. Moi, je crois que le SDF est encore en forme. Dans le parcours de SDF, on retiendra l'élection législative auquel le SDF a refusé de prendre part sans s'expliquer. On retiendra également que le SDF a connu un parcours un peu chaotique dans la mesure où certains de ses militants ont quitté la barre, sont allés rejoindre d'autres partis ou ont créé leur propre parti à eux. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est que 1990, au moment où les partis politiques reviennent dans l'arène politique, le SDF a porté, n'est-ce pas, l'opposition dans ses bras. Il n'a pas concrétisé le rêve des Camerounais de voir l'alternance. On peut considérer que ce n'est pas un succès, mais en tout cas, il a été le parti le plus marquant, le plus symbolique. Alors, je voudrais qu'on parle encore de ces scores du SDF, juste pour que nous soyons tous au même niveau d'information, comme on le dit dans notre jargon. Si l'on commence par les présidentielles, en 1992, le SDF remporte donc 36% à peu près des suffrages exprimés. Boycott en 1997, en 2004, 17,40%, en 2011, 10,71% et puis en 2018, 3,35%. Pour ce qui est des sénatoriales, SDF passe de 14 sénateurs en 2013 à 7 en 2018. En ce qui concerne les municipales, de 60 communes en 1992, le SDF se retrouve avec moins de 5 communes en 2020-2021, passant par 2002, 36 communes, 2017, 19 communes. Et puis pour ce qui est des législatives, le SDF passe de 43 députés ayant donc boycotté les législatives de 1992. Le SDF passant de 43 députés en 1997 à 5 députés aujourd'hui, 22 en 2002 et puis 16 en 2017. Voilà pour les chiffres. Et Xavier Messé parlait tout à l'heure de ces militants du RDPC, du SDF, autant pour moi, qui ont quitté le bateau. Alors, Yvonne Moumabi, est-ce que ces exclusions, le fameux 8-2, est-ce que ces exclusions, finalement, n'ont pas été préjudiciables à la vie même du parti? Je ne crois pas. Ce n'est pas la cour du roi Péto. Chaque entreprise a besoin des mesures disciplinaires. D'autres ont quitté, ils ont créé des partis politiques, comme il l'a si bien dit. S'ils sont allés créer, je pense qu'ils pensaient aller faire mieux. Mais nous tous, nous connaissons les résultats. Le SDF reste constant dans la discipline et je pense que si un parti a appris, enseigné aux Camerounais comment la démocratie se pratique, c'est au sein du SDF. Le débat est libre. On est libre d'adhérer à un parti politique comme on est libre de quitter. On n'a pas l'obligation de rester. Ce ne sont pas des militants administratifs qui ont peur de perdre l'emploi s'ils quittaient le bateau. On est libre d'adhérer comme on est libre de partir. Donc, nous qui y sommes depuis 90, nous y sommes encore.
Alors, je voudrais quand même signaler que donner quelques noms des Founding Fathers du SDF. Il y a bien sûr Ni John Frundi, mais il y a également le docteur Siga Asaga, il y a Nyo Wakai, il y a le professeur Clément Guaziri, pour ne citer que ces quelques noms-là. Alors, docteur Moumabi, pardon, docteur Mbida, autant pour moi. Docteur Mbida, dites-nous, après avoir écouté Yvonne Moumabi, la question qui me vient à l'idée, c'est celle de savoir si Ni John Frundi avait le choix. Est-ce que, pour consolider son leadership, il devait absolument se séparer de ceux qui voulaient lui prendre sa place, pour parler de manière simple? Alors, je vous parlais tout à l'heure de la posture pharaonique du Chairman. Et il était de bonne guerre pour lui de se méfier de tous ces j'allais dire, loups dans l'ongle qui n'est-ce pas, visaient une certaine notoriété au sein du parti. Mais il faut dire également que cette posture du chairman et, n'est-ce pas, les remous au sein du parti ont créé comme une situation d'inertie. On va dire, d'inertie politique qui a fait que ceux qui sont allés qui ont rejoint le SDF et qui se disaient que c'est un parti du mouvement, c'est un parti de l'indépendance, de l'indépendance de la démocratie en réalité, n'est-ce pas, se sont retrouvés à l'étroit et n'ont plus trouvé, n'est-ce pas, les raisons de continuer à cheminer avec le SDF. Avec le SDF, c'est qui a créé justement ce départ, cette débandade, n'est-ce pas, des militants les plus valeureux, notamment, j'ai à l'esprit le cas de Charlie Gabriel Mbok, qui a apporté au SDF, n'est-ce pas, le capital politique, une partie du capital politique de l'UPC, et qui à un moment ne s'est plus retrouvé dans le jeu politique du SDF avec un chairman qui souhaitait avoir des lieutenants, non des concurrents. Et donc, forcément, n'est-ce pas, tous ces gens sont partis et il a fragilisé toute l'aile occidentale, j'allais dire, ouest, n'est-ce pas, Bamileke, qui était, n'est-ce pas, qui lui apportait le capital politique de toute la région de l'ouest, n'est-ce pas, notamment de la Maine-Noire. Et il a fragilisé l'aile nordiste, n'est-ce pas, qui lui apportait le capital politique du nord. Et donc, s'est concentré sur ce qu'il estimait être, ce que Mme Dimouna a présenté opportunément comme étant sa base politique, notamment les régions du nord-ouest et du sud-ouest, n'est-ce pas, dans lesquels il était sûr de pouvoir contrôler le jeu et donc de faire son marché politique. Et on a bien vu qu'à partir du moment où ces leaders ont commencé à quitter le bateau, le SDF a commencé à chuter. Alors je voudrais justement qu'on s'arrête sur ces fiefs du SDF, le nord-ouest et le sud-ouest, pour dire, Yvonne Moumabi, qu'on accuse votre parti de n'avoir pas joué franc jeu dans la crise qui a secoué, qui secoue même encore ces deux régions. Quel est votre avis là-dessus? N'a pas joué franc jeu. Il y a eu un jeu franc depuis le début de la crise. Vous me surprenez, Lucrèce. Le SDF n'a pas été créé pour participer à la division du Cameroun. Depuis notre création, nous prêchons le système de gouvernance fédérale. Depuis l'indépendance, on a le mouvement SCNC. Ça ne vient pas de commencer en 2016. Le SDF n'a jamais fait partie du SCNC ou d'un groupe sécessionniste que ce soit. N'est pas jeu franc jeu. Est-ce que ce que ces sécessionnistes ont prêché était le message du SDF? Je dirais non. Nous n'étions pas créés pour diviser le Cameroun. Le SDF est resté constant. On a demandé à ceux qui ont pris les armes et aux forces armées, au gouvernement, à M. Biya, de chercher un terrain d'entente. SDF en tant que parti politique, nous confondons cette machine ou cette structure politique à un homme. Depuis, on ne fait que parler de Ni John Frundi. Sans Ni John Frundi demain, le SDF continuera d'exister. Il a eu son charisme, peut-être d'autres ont adhéré à cause de son charisme. J'ai adhéré à cause de la structuration de ce parti. Pour ceux qui sont partis, ils sont venus peut-être avec les ambitions égoïstes qu'ils n'ont pas trouvées dans le SDF
Et ils étaient libres de partir comme ils sont entrés. Chacun vient avec son agenda. Alors, le SDF a-t-il joué double jeu? Alors, le SDF n'avait pas de choix. Parce que le SDF, premièrement, est, on va dire, attaché viscéralement à sa base. Et donc, en se présentant en 1990, en 1992 comme étant le parti anglophone, forcément, ça le menait dans ce que j'appelais cette, n'est-ce pas, impasse politique. Et deuxièmement, le SDF, et je suis sûr que si on revenait dans le temps, il ne ferait pas cette erreur, a inscrit dans ses statuts une disposition qui l'empêche justement de pouvoir aller contre la volonté républicaine. Votre article 3.2 qui stipule précisément que le parti doit protéger la nation. Donc, le SDF... Mais nous voulons gouverner quoi? S'il faut détruire la nation. Je pense que la nation appartient d'abord à tous les Camerounais. Ce n'est pas aux hommes. C'est pour cela que le Cameroun va créer, il ne fait que tomber parce que nous pensons, nous imaginons une gouvernance, on attache l'importance à la personne qu'aux structures. Oui, mais vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix que raison de respecter, pour laquelle il y a cet aspect. Nous respectons effectivement nos statuts. Voilà comment, mais voilà le comment franc les jeu, démocrates se comportent. là où vous n'avez pas joué franc jeu, c'est que le SDF, n'est-ce pas, n'a pas... On généralise oui, le SDF n'a une pas joué franc personne jeu. ou bien tout le parti. Tout le parti n'a pas joué franc jeu. Puisqu'il est porté par c'est que un homme, le vous pensez SDF n'a pas, on va dire, pris le risque d'endosser ouvertement son penchant pour la sécession et la séparation. Donc vous l'accusez d'avoir créé ces mouvements sécessionnistes? Non, la question n'est pas là. La question, c'est la posture pragmatique du parti qui est effectivement pro-sécessionniste. Non, malgré le discours ouvert pour le fédéralisme. Pas du tout. C'est votre pensée. Alors, depuis que j'ai embrassé le SDF, si on voulait, on se reconnaîtrait. On aurait se replier. On ne l'a pas fait. Mais vos statuts vous l'interdisent. Et donc vous vous retrouvez dans cette espèce de double jeu. Ça ne défend pas à l'individu de faire ce qu'il pense. C'est que chaque individu dans les SDF, mais pas en tant que parti il y a donc des militants du SDF allait s'aligner avec les sécessionnistes. Il y a donc des militants du SDF qui sont pro-sécessionnisme, vous dites. C'est les Camerounais. Peut-être assis là-bas, vous êtes pro-sécessionniste, puisque vous accusez le SDF de ne pas avoir endossé. Ils sont financés d'un peu partout. Moi qui suis assis devant vous, je fais un élément de l'intégration nationale. Je ne me reconnais pas. Très bien. Et je pense que la majorité du SDF, nous, dans le SDF, on ne se reconnaît pas sécessionniste. Alors, Madame Yvonne Moumabi, vous avez parlé tout à l'heure justement de Froundi qui a fait ce qu'il avait à faire et qui demain va certainement céder la place à quelqu'un d'autre. Oui. Alors, on sait tout ce qui se passe un peu dans le parti aujourd'hui. À qui Froundi va justement laisser sa place? Ce n'est pas à Froundi de laisser sa place à une personne. Nous sommes dans une structure démocratique. Il a annoncé qu'il ne se présenterait plus. Le prochain congrès, c'est en 2023. La bataille de la succession est ouverte? C'était déjà ouvert. C'est pour cela que vous dites tout ce qui se passe. Et c'est de bonne guerre. Chaque militant du SDF doit rêver à céder à ce poste. C'est de très bonne guerre. Vous êtes là depuis 31 ans. Vous voyez 31 ans. Vous voyez à la tête le moment venu, when we get to the bridge, we'll cross it. Je ne cours pas avant mon image. Il est encore là. Si je me prépare, je ne vais pas venir vous le dire ici. Je demande aussi à tous mes camarades, il faut réserver, il faut communiquer quand il faut. Il faut faire des choses quand il faut. Il ne faut pas courir avant l'heure et commencer des guerres qui n'ont pas besoin d'aide. C'est toujours de bonne guerre. Une maison où ça va, il y a dispute, il y a contradiction. Je pense que c'est parce qu'il y a la démocratie dans le SDF qu'on voit tout le monde a le droit de dire ou de faire ce qu'il veut. Quand le moment arrivera, on aura celui ou celle qui prendra la place, qui prendra le leadership du SDF. Docteur Mbidal, oui, voyez-vous après? Madame Bimouna a raison, tout le monde peut être candidat, tout le monde peut être
futur chairman, ou chairlady, j'allais dire. Mais ce que Mme Bimouna refuse de nous dire, c'est que le parti, le SDF aujourd'hui est à la croisée des chemins. Pas du tout. Nous avons deux prétendants leaders, n'est-ce pas, qui sont lourds de ce que je vais appeler leur frivolité, n'est-ce pas, et leur extrême rapprochement, soit avec le parti au pouvoir, soit avec l'opposition. Vous savez que le député Jean-Michel Nithieu, n'est-ce pas, a pris fait et cause pour le candidat Kamto, et que le député aussi, n'est-ce pas, était proche du Vous parti parlez au des pouvoir. hommes et pas du Parti, SDF. oui, effectivement, je parle des deux principaux prétendants. Ils ne sont pas indispensables pour le Cette SDF. disparité ou alors cet écartèlement d'intéressement, n'est-ce pas, pouvant mener le parti vers sa dissolution, vers sa disparition. Ces deux hommes n'incarnent pas le SDF. Au moins deux choses. Ils ne peuvent rien. Je vous le répète. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2006 avec Bernard Mouna? Écoutez-moi, Bernard Mouna est parti, il a créé sa branche. Oui, voilà. Ils sont où aujourd'hui? Voilà, donc aujourd'hui, tous sont revenus pour nous votre avons gouvernement. Ils sont revenus à nous avons SDF. deux prétendants très sérieux, mais chacun a une idée du SDF, n'est-ce pas, qui ne se rapproche plus du SDF. Ça, c'est la démocratie qui règne dans le SDF. Oui, cette démocratie peut effectivement avoir pour effet pervers... Vous pensez, étant à l'extérieur, moi à l'intérieur, je vous dis, ils ne peuvent pas. Ça, c'est vous qui le dites. Vous ne savez pas, mais puisque vous n'êtes pas de la les maison. événements nous renseignent qu'effectivement, le parti est à la croisée des chemins. Nous ne sommes pas à la croisée des chemins. J'ai bien commémoré les 31 ans du SDF, comme ça se fait dans l'étendue du territoire. Parce que le chairman est encore là. Parce que le chairman, le jour que le chairman ouvrira la compétition politique pour son remplacement, c'est déjà ouvert. Il a annoncé. Il a annoncé que les gens s'apprêtent. Bah oui, ça aussi. S'il le change, ceux qui sont prêts ont le droit. Rappelez-vous à Tabeting, il a toujours eu des oppositions. Pendant le congrès, on passe au vote. La démocratie décidera. Le vote démocrate décidera ce jour qui sera chairman ou chairlady. Chairperson du SDF. L'avenir nous le dira. Nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour retrouver Franck Evina et sa revue de presse. Alors que la courbe épidémiologique de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 décroît, la polémique autour de la gestion des fonds Covid-19 enfle. Selon la nouvelle, 145 prestataires ont été convoqués au tribunal criminel spécial cette semaine. L'anecdote indique que les taux se resserrent autour de 12 ministres. Livraison fictive, détournement de fonds, surfacturation, entre autres griefs mis à la charge de certains membres du gouvernement par le rapport de la Chambre des comptes en circulation et abondamment partagé sur les réseaux sociaux. Et face à ce que la presse a qualifié de Covid-gate, la classe politique demande des têtes pour employer l'expression de mutation. Mais attention, il y aurait de la manipulation dans l'ère d'après Kalara. L'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire affirme que le document qui serait à l'origine des poursuites judiciaires contre des ministres n'a jamais été adopté par la haute juridiction. Le journal de Christophe Bobbio-Kono signale par ailleurs que le vrai rapport d'audit est annoncé pour les prochains jours. Le Financier d'Afrique va dans le même sens en relevant les insuffisances du document actuellement en circulation sur les réseaux sociaux. Entre autres insuffisances citées par le Financier d'Afrique, rapport sans contradiction pour le journal Émergence, tous doivent répondre de leurs actes. Le quotidien privé bilingue souhaite que la Chambre des comptes et le tribunal criminel spécial établissent les responsabilités tout en évitant de verser dans les règlements de compte politiques. La revue de presse était sur la scène.
Merci Franck Evina et soulignons à votre suite que le ministre de la Communication a signé un communiqué vendredi dernier dans lequel il est clairement stipulé que le gouvernement de la République regrette et déplore le traitement que la presse a fait de cette actualité sur le Covid. Et je cite, le ministre dit, je cite, le gouvernement appelle au sens des responsabilités de tous pour éviter de jeter l'opprobre et condamner sans réserve les membres du gouvernement et autres personnalités ayant été appelées à participer à la gestion de ces fonds publics. Fin de citation. Sur le plateau avec moi pour parler d'une autre actualité qui concerne le Covid, mais cette fois hors de ce que la presse qualifie de Covid-gate. Donc sur le plateau avec moi, le docteur Célin Zambé, qui est médecin missionnaire originaire de la RDC et surtout coordonnateur du site de prise en charge Covid-19 de l'hôpital de Djungolo. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et à ma gauche, quelqu'un qu'on ne présente plus depuis le début de cette crise et que nous avons reçu plusieurs fois sur ce plateau, c'est Olive Atangana, qui est journaliste et promotrice du site d'information spécialisé en santé, l'urgentiste.com, c'est bien cela? Bien, salut Grace, bonsoir. Je rappelle également que vous êtes spécialiste des questions de santé. Également. Par ailleurs, ambassadrice pour le compte des médias dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Donc, je ne vais pas dévoiler mes casquettes ici, mais bon, ceux qui font dans la santé se sont déjà habitués à mon petit visage et voilà. Merci d'être sur le plateau avec nous. Alors, docteur Zambé, parlant de la situation épidémiologique actuelle, vous dites que la tendance est plutôt à la baisse. Et dites-nous comment cela se traduit dans votre unité? Déjà, moins d'hospitalisés et aussi, nous remarquons que nous avons atteint un plateau et on est plutôt même en dégression, donc moins de cas positifs aussi sur le site de dépistage. Rappelez qu'au début de l'année, surtout au mois de mars, on avait au moins sur notre site de Djungolo 50 cas positifs par jour. Actuellement, nous sommes à moins de 10 cas positifs par jour et donc moins d'hospitalisation. Donc on est vraiment dans une phase descendante de la courbe. Vous nous avez dit qu'il y a eu une remontée il y a une dizaine de jours. Effectivement, il y a une dizaine de jours, on a remarqué que ça a remonté tout doucement. Donc il faut continuer à être prudent et à respecter les mesures gouvernementales. Olive, vous prenez cette tendance baissière avec quelques pincettes quand même. Oui, quelques pincettes. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut dire déjà, c'est que on observe cette tendance baissière au niveau mondial, c'est-à-dire partout dans le monde, la tendance est baissière. On a des pays pratiquement qui sont déjà pratiquement sortis de la pandémie. On a assisté au déconfinement progressif en France et cette semaine, pour prendre un pays de l'Afrique centrale, qui est le Gabon, on a assisté à un assouplissement des mesures sanitaires. Donc, je ne prendrai pas cette baisse sur le même prisme que le gouvernement en ce moment. Pourquoi? Parce que cette baisse n'est pas le résultat du respect des mesures barrières des populations, première chose. Cette baisse n'est pas également le respect d'une meilleure riposte gouvernementale dans le cadre de cette deuxième vague. Avec la première vague, on a vu un gouvernement offensif, un peu tatillon au début, mais on a vu un gouvernement progressivement offensif qui avait le souci d'aider la population à rester en santé. Or, avec cette deuxième vague, il y a eu cette démission du gouvernement. On a tout fait de dire que c'était la population qui ne respectait pas les mesures barrières, en oubliant que le gouvernement avait procédé à un assouplissement des mesures barrières. Donc, on a cet ensemble de choses-là. Mais qu'aurait dû faire le gouvernement lorsque vous dites... Je continue l'itresse en disant ceci. Je ne partage pas un peu l'optimisme, entre guillemets, du gouvernement. Pourquoi? Parce que ce que le gouvernement ne dit pas, c'est qu'il y a une baisse de l'affluence. Je discute beaucoup avec les médecins également impliqués dans la riposte, parce que ce ne sont pas des médecins hors riposte, ce sont des médecins impliqués dans la riposte qui disent il y a une baisse de l'affluence. Les gens ne se font plus réellement dépister. Et ce que le gouvernement ne dit pas également, c'est que aujourd'hui,
on risque aujourd'hui de se retrouver avec une baisse. On risque de se retrouver. Il n'y a pas de testing massif. Il n'y a pas de testing massif. Donc aujourd'hui, ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de pincettes. Il y a cet aspect. Il y a également que on observe que les choses ne se passent plus de manière optimale. C'est-à-dire au contraire, il y a une lassitude de la population qui se traduit aujourd'hui par cette baisse d'affluence. Il y a une désorganisation même et des acteurs impliqués dans la riposte contre le Covid-19, ce qui peut se comprendre. Pourquoi? Parce que quand on observe bien que le centre des décisions de Covid-19 a été délocalisé. Donc il y a également cet environnement du Covid-gate qui fait en sorte que la population on est face à une crise de confiance de la population vis-à-vis des acteurs impliqués dans la riposte contre le Covid-19. Alors, je voudrais que nous revenions sur les actions qui sont menées par le gouvernement. Vous semblez dire que le gouvernement n'en fait plus assez. Ça se vérifie simplement. Le gouvernement n'est plus offensif. Et la question que je pose, c'est celle de savoir que doit faire le gouvernement? Qu'est-ce que le gouvernement aurait dû faire? J'ai envie de vous demander d'abord qu'est-ce que le gouvernement a fait pendant la première vague et que le gouvernement ne fait pas aujourd'hui. Je peux répondre avec 2 éléments. D'abord, la sensibilisation. On ne voit plus aucune caravane de sensibilisation ni dans les marchés, ni dans les mosquées. On a assisté à une absence de campagne de sensibilisation. Et puis les points de presse hebdomadaires qui se faisaient au ministère de la Santé, au centre des urgences pour être exact, ont complètement disparu. Je pense simplement... Certaines opinions ont considéré que c'était anxiogène. Je ne pense pas que donner la bonne information de manière quotidienne ou de manière hebdomadaire, parce que c'était d'abord de manière quotidienne et puis c'est devenu de manière hebdomadaire aux populations, pouvait être perçu comme tel. Aujourd'hui, on a un peu abandonné la population à son sort et avec ce sentiment de lassitude générale. Vous voyez, donc, c'est chacun... C'est très facile d'observer aujourd'hui ce qui se passe. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans les rues, combien de personnes portent encore les masques? C'est une responsabilité individuelle également, Oui, c'est une responsabilité individuelle, mais c'est également une responsabilité gouvernementale. Ce d'autant plus que des ressources ont été allouées et que des résultats ne sont pas aujourd'hui ceux qu'on attendait. Alors, docteur, vous avez suivi Oliva Tangana qui estime que le gouvernement n'en fait plus assez. Est-ce que c'est votre point de vue? Vous qui êtes aux affaires, on va le dire, au quotidien avec cette maladie. Non, je pense qu'elle se trompe. Au début, vers les mois de mars, les mois d'avril même, nous avons vu des familles arriver. Docteur, faites quelque chose. Cette fois-ci, cette vague-ci, elle a été plus meurtrière. Chacun d'entre nous a connu un proche. L'année dernière, c'était un peu lointain. Cette année, vraiment, c'était des proches parce que c'est 3 fois plus des cas que l'année dernière. Rappelez-vous, en fin décembre, nous étions autour de 27 000 cas. Actuellement, nous sommes à près de 80 000. Donc, c'est pratiquement multiplié par plus de 3 fois. Pareil pour les décès, on était autour de 450-500 décès l'année dernière. Là, on est à plus de 1200. Donc, c'est 3 fois plus. Donc, chacun est touché et les gens venaient en famille et les gens ont vécu ça dans leur chair. Et donc, par conséquent, de leur propre responsabilité, les gens ont compris qu'il fallait faire quelque chose et ils ont commencé à respecter les mesures. Et l'État a mis les moyens en place. Nous, on pouvait venir. J'invite ma camarade à venir voir ce qui se passe à Djongolo. On voit que oui, les mesures sont faites, les mesures sont prises au niveau gouvernemental. Qu'est-ce que vous avez eu du gouvernement? Quelle est l'assistance que vous avez eue? Déjà, nous sommes de l'hôpital privé, par exemple. Vous voyez que l'État implique déjà les privés pour pouvoir travailler. Les ONG comme Médecins sans frontières travaillent avec nous. L'État est impliqué avec nous. Les moyens sont donnés pour protéger les personnels, pour faire plus de testing, pour soigner au mieux les malades et pour pouvoir les suivre jusque dans leur domicile. Quand il y a un cas positif, les malades sont suivis même dans leur famille pour pouvoir tester les autres membres de la famille et pouvoir ramener ceux qui sont positifs pour qu'ils puissent être pris en charge. Alors cet essoufflement du Covid, vous l'avez clairement dit à l'entame de votre propos, il est donc dû à quoi? Est-ce que vous avez le sentiment que les Camerounais font plus d'efforts pour respecter les mesures barrières? Quel est votre point de vue concernant justement cette deuxième vague? Il y a plus d'efforts faits
de manière individuelle, il y a plus d'efforts faits au niveau gouvernemental, mais je pense qu'elle l'a dit aussi, il y a une tendance mondiale à la baisse. Déjà, c'est vrai que l'immunité des troupes, l'immunité collective n'est pas encore atteinte, mais le fait que les gens soient plus conscients que cette vague-ci, elle est plus terrible et qu'ils se protègent, a permis qu'on puisse avoir cette tendance à la baisse. Et je pense qu'il faut continuer à se protéger, il faut continuer à Qu'est-ce qui a été à respecter les l'origine mesures. de cette deuxième vague? Est-ce que c'est notre indiscipline, notre désinvolture à partir du mois, je sais pas moi, de novembre, de décembre? Déjà l'évolution même. Il faut rappeler que le virus du coronavirus est un virus de la grippe, de la famille de la grippe. Donc son évolution est telle qu'au bout d'un temps, il y a toujours un changement, des mutations qui sont faites avec des variants nouveaux qui apparaissent et donc du coup l'émergence de la nouvelle maladie. On peut donc penser que c'est une maladie saisonnière comme le pensent certains de vos confrères. Tout à fait. De vos confrères. Exactement. Et en plus, la fin de l'année, le mois de décembre, on a tous eu envie de faire un peu la fête. Il y a eu un relâchement. Ça fait qu'il y a eu plus de contamination. Et là, donc, nous faisons face à cette vague. Et la contamination a été plus meurtrière, d'où prise de conscience et plus de respect. Et on assiste à cette baisse. Si on ne fait pas attention, si on se relâche à nouveau, on va repartir à nouveau vers la remontée de la courbe. Olive, vous également, vous pensez que le Covid est surtout une maladie de saison, une maladie saisonnière? En discutant avec les médecins, c'est davantage ce qui ressort. Mais je voudrais d'abord inviter le docteur à se rendre dans les rues, pas seulement de Yaoundé, mais de Douala. Il va constater le relâchement général. Il va constater qu'on ne respectait plus rien. Je voudrais également inviter le docteur à faire preuve d'honnêteté en reconnaissant tout au moins qu'on n'a plus assisté aux campagnes de sensibilisation qui étaient de rigueur pendant la première vague. On ne dit pas que le gouvernement n'a rien fait. On a vu le ministère de la Communication monter au traîneau, le ministère de la Santé faire des points de presse pour inciter la population à respecter les mesures barrières, mais ce n'était pas suffisant. Il ne suffit pas d'organiser une conférence de presse ou d'aller sur Twitter dire que respecter les mesures barrières, porter le masque. On n'a pas assisté à une campagne de sensibilisation. J'insiste là-dessus. On n'a pas assisté à une campagne de sensibilisation pour dire aux populations, écoutez, il y a le danger. C'était c'était une décision personnelle de tout un chacun, c'est-à-dire je porte mon masque. Est-ce que ce n'est pas ce qui doit être Olive Tangana? Est-ce qu'on peut mettre, en multipliant les campagnes, on a la certitude... Si c'était ce qui devait être. On a la certitude qu'on n'a pas alloué autant de aura moyens pour la riposte Covid-19. On allait se dire, bon d'accord, la population, on invite les populations à s'autodiscipliner. On n'allait pas allouer autant de moyens. Moi, je voudrais rebondir avec un élément qui est capital, c'est le nombre de décès. Le ministre a fait le point hier et on est à 1275 décès. Alors, vous parlez justement du ministre. Est-ce que vous permettez qu'on l'écoute et qu'il donne lui-même ses chiffres? D'accord. Et puis, on vous retrouve juste après. Le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, est en focus dans cette édition de Scène de presse. Depuis quelques semaines déjà, nous avons constaté une baisse assez considérable quand même du niveau de transmission du virus au Cameroun. On se rend compte qu'on est parti pour un pic de 24% de taux de positivité à aujourd'hui 7 ou 8%. Et donc tout porte à quoi en termes d'indicateurs que cette deuxième vague est en train de passer. Mais nous devons rester toujours vigilants parce que vous savez très bien que il suffit de rien pour qu'une épidémie puisse repartir. Au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 65 000 personnes vaccinées au Cameroun. Nous voulons aller un peu plus rapidement. Et aller plus rapidement pour nous, c'est de vacciner environ 4 000 personnes par jour. C'est pour ça que nous élargissons maintenant les cibles à des personnes de plus de 18 ans simplement. Et peut-être que ceux qui sont dans des groupes spéciaux comme les enseignants, comme les forces de maintien de l'ordre, pourraient rapidement avoir accès également au vaccin pour que nous atteignions un seuil, n'est-ce pas, critique d'immunité collective. Donc, dans le cadre de sa politique vaccinale, le gouvernement a passé la commande de 4 millions de doses de Johnson & Johnson. Le gouvernement a passé la commande de 300
1000 doses de Sinopharm à travers l'ambassade de Chine. Et le gouvernement attend 8500 doses de Sputnik à travers la fondation Amitié. C'était donc le ministre de la Santé en focus en cette édition de Scène de presse. Nous allons parler de la vaccination à sa suite dans quelques instants. Le temps pour nous de vous donner lecture de ces quelques chiffres. Nombre de cas positifs dans le cadre de cette deuxième vague, 78 929, rémission 73 974, décès 1274, cas actifs 3 680, hospitalisés 122, dont 39 sous oxygène. Oli, vous avez la parole. Que traduisent selon vous ces chiffres en quelques mots? Je voudrais rebondir uniquement sur le nombre des décès, comme je le disais. Le nombre des décès aujourd'hui est un indicateur même de l'échec de la riposte gouvernementale. Pourquoi? Parce que une épidémie, ça se mesure à plusieurs choses. Et ça se mesure également au nombre de décès. Un décès, le docteur va me corriger, un décès en santé est un décès de trop. Alors quand on arrive déjà à 1275 décès, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est vrai, on va nous retorquer que ces personnes qui sont décédées sont arrivées à l'hôpital avec dans des cas graves parce qu'ils ont pris des avec potions. des comorbidités. On va nous retorquer également que certains avaient des comorbidités. Et je voudrais dire aujourd'hui que ce sont davantage, c'est vrai, ces gens qui sont en danger. Donc, il faut redoubler peut-être la sensibilisation à l'endroit de ces personnes, leur dire, écoutez, il y a le Covid, il y a le danger, il faut se protéger. Docteur, ces chiffres, notamment les décès 1275? C'est beaucoup, parce que un seul décès, c'est déjà un décès de trop et ça ferait mal. Ce n'est pas pour polémiquer. Hein. Il faut quand même dire que nous, on était à l'hôpital l'année dernière, on était les soldats. C'était nouveau le Covid, on était là pour prendre en charge. Cette année, nous sommes à nouveau là quand l'État a fait appel à nous. Nous n'avons pas vu la même chose par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on n'avait pas vu des cas aussi graves, aussi terribles. Les gens, les formes étaient beaucoup plus méchantes. Et malheureusement, à cause de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, les gens venaient à l'hôpital en retard. Vraiment, il faut quand même le dire. Et quand on disait à certaines personnes que vous avez le Covid, qu'on doit vous prendre en charge, certains refusaient de croire que c'était ça. Il y avait un déni de la maladie, il y avait des suspicions et ça retardait la prise en charge dans plusieurs cas. Et ça peut expliquer la hausse des décès, l'augmentation des décès? Ça peut expliquer, mais il faut quand même dire qu'il y a eu plus de formes graves. Les atteintes pulmonaires ont été beaucoup plus importantes que l'année passée et les retards dans la prise en charge, les malades ne venant pas suffisamment tôt, peut expliquer ces chiffres, qui restent un chiffre énorme et ça fait mal. Alors, je voudrais que nous parlions de la vaccination. Le Cameroun a déjà reçu 2 doses de manière globale, 2 grandes doses de vaccins, le Sinopharm et AstraZeneca. Les premiers vaccins ont été administrés depuis le 18 et le 19 avril. Docteur, est-ce qu'il y a un engouement à se faire vacciner? Est-ce que vous notez une certaine affluence? Depuis quelques jours, ça commence à monter un peu, mais je dois être honnête avec vous qu'au début, non, il n'y en avait pas trop. Et on a plus nous sommes un centre de vaccination à Djongolo aussi. Au début, nous avons plus reçu le personnel de santé et les expatriés, les étrangers plus qu'ils venaient. Mais depuis quand même une dizaine de jours, on voit de plus en plus de Camerounais venir aussi accompagner leur papa, leur maman et eux-mêmes se faire vacciner. Ça commence à monter un tout petit peu. Mais l'engouement n'est pas encore à la hauteur de ce que nous souhaitons. Mais si nous voulons sortir tous ensemble de cette maladie, il faut qu'on rencontre le virus d'une manière ou d'une autre. Ou le rencontrer dans toute sa sauvagerie, dans sa forme sauvage et faire des formes graves, ou alors le rencontrer dans sa forme atténuée, c'est-à-dire avoir les vaccins et pouvoir donc s'en sortir. Alors, au niveau également, vous avez constaté qu'il n'y a pas un grand engouement? Il n'y a pas de grand engouement. Non seulement je l'ai constaté moi en faisant un peu les points de vaccination, mais également en discutant avec les responsables du programme élargi de vaccination, parce que j'aime toujours citer mes sources. Et bien, ce que je voudrais dire ici, c'est que quelles étaient les premières cibles de la vaccination? Les premières cibles, c'était les personnes vivant avec les comorbidités, c'était les personnels de santé. Or, aujourd'hui, le PEV a commis une étude en mars 2021, au cours de laquelle il a été démontré que
37% des médecins étaient réticents à la vaccination, 8% étaient indécis, 54% doutaient même encore de l'efficacité du vaccin. Donc, tout cela aujourd'hui n'est pas de nature à booster la vaccination, parce qu'aujourd'hui c'est très facile de se défausser sur la réticence des populations, mais on refuse d'abord de reconnaître que le personnel de santé qui est en première ligne de la vaccination, qui fait partie des premières cibles, a refusé de prendre le vaccin. L'ordre des médecins a essayé de sensibiliser son personnel, mais aujourd'hui, ce ne sont pas ces gens-là qui se font vacciner. Alors, comment vous voulez que les personnels de santé qui sont en première ligne, les personnels de santé qui sont censés maîtriser mieux les caractéristiques du vaccin et l'efficacité même du vaccin, refusent ce vaccin, vous n'allez pas demander à la population d'aller le faire. Donc aujourd'hui, c'est un peu tiré par les cheveux. Alors, docteur, qu'est-ce qui explique cette réticence de vos confrères? Pas seulement ici au Cameroun, vous fustigez les réseaux sociaux il y a quelques instants, mais on voit chaque jour des vidéos circuler dans les réseaux sociaux, des médecins de renom qui sont contre la vaccination. Que se passe-t-il? Il faut dire que c'est lié à la nature humaine. Hein. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau et qu'il y a des catastrophes, des cas graves comme la pandémie, on s'amuse toujours en tant qu'humain à se faire peur. Le vaccin, c'est introduit quelque chose d'étranger dans le corps de quelqu'un. Pour la toute première fois au monde, quand on a inventé le vaccin, qu'on disait qu'on allait prendre une bactérie ou un virus vivant, diminuer et l'introduire, vous pouvez imaginer tout ce qui s'était dit il y a quelques siècles, il y a quelques temps de cela. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu des bienfaits du vaccin. Et là, c'est vrai qu'avec de nouvelles méthodes de vaccination, la même peur ressurgit. Donc, il faut rester scientifique, il faut rester calme et expliquer, et on en verra les bienfaits. Je suis tout à fait d'accord que dans les milieux médicaux, beaucoup parmi nous étaient hésitants, mais même dans d'autres pays, ceux qui étaient hésitants, au fur et à mesure qu'ils voient les gens se faire vacciner et qu'ils retrouvent leur liberté, ils s'engagent. Moi-même, je me suis fait vacciner, j'ai eu ma deuxième dose il y a quelques jours, je suis en très bonne santé. Pourquoi le vaccin et pas le médicament? On a l'impression, est-ce que cette réticence n'est pas également due au fait que la vaccination est allée un peu trop vite, le vaccin est allé un peu trop vite? On en a une dizaine pratiquement sur le marché mondial, environ 10 on va dire. Oui, en fait, effectivement, ça donne cette impression-là pour ceux qui ne sont pas dans le milieu. Mais il faut dire que ceux qui travaillent sur la vaccination, c'est depuis des années qu'ils y travaillent. Hein. C'est pas aujourd'hui, c'est pas hier qu'ils ont commencé à inventer ces vaccins. Ce sont des gens qui ont travaillé depuis 15 ans, 20 ans là-dessus. Mais on ne les accompagnait pas, on ne les écoutait pas. Cette fois-ci, il y a eu plus de moyens. Cette fois-ci, oui. Quand on a compris qu'ils avaient raison de travailler là-dessus, on leur a donné plus de moyens pour accélérer les processus. Et on est dans une situation de guerre, comme certains l'ont dit, et il fallait aller vite. Pourquoi pas les médicaments? Non, on y travaille. Il y a des médicaments qui sont aussi en cours, qui sont en train d'arriver et qui vont être un élément de plus qui va s'ajouter au vaccin, justement pour pouvoir retrouver tous ensemble notre liberté. Je pense qu'il faut donner de l'espoir aux gens. Nous allons nous en sortir si nous sommes solidaires, si nous croyons à la médecine. Si les Camerounais ne peuvent pas faire confiance à leurs médecins et à leur médecine, alors fermons nos hôpitaux, fermons nos facultés de médecine, écoutons alors tout ce qu'ils racontent dehors. Non, il est inadmissible que nous, les médecins, nous mettions la mort dans les corps des gens. Nous sommes faits pour soigner et pour donner la vie. Nous ne sommes pas faits pour donner la mort. En plus, je vous ai dit que nous sommes du privé confessionnel, nous sommes de l'église presbytérienne camerounaise, donc nous sommes pour la vie. Nous ne pouvons pas accepter que quelque chose qui donne la mort soit administré aux gens. Ce que nous faisons, c'est vraiment pour que nous puissions tous ensemble retrouver la liberté. Le vaccin, c'est un des moyens pour s'en sortir. Les médicaments et les autres mesures qui arrivent nous permettront tous de retrouver plaisir à la vie.
Alors, il faut se faire vacciner. Oui, Olive, juste pour savoir, vous, en tant que spécialiste des questions de santé, en quelques mots, dites-nous comment faire pour mobiliser les Camerounais autour de la vaccination, comment faire en sorte que les Camerounais aient envie d'aller se faire vacciner. Je voudrais d'abord soulever le caractère récent du vaccin. Pourquoi? Parce que 39%, moi j'aime citer l'étude, je vais revenir sur l'étude du programme élargi de vaccination. Vous avez 39% des médecins qui ont dénoncé le caractère récent de ce vaccin-là. Donc, on peut aujourd'hui regretter le peu d'engouement des populations, mais là n'est pas le véritable problème. Le véritable problème pour moi réside en partie dans cette crise de confiance qu'on assiste aujourd'hui entre gouvernants et gouvernés, dans cette démobilisation générale autour de la riposte contre le Covid-19. Et vous avez si bien fait de mentionner le communiqué du ministre de la Communication tout à l'heure. On n'est pas sans ignorer tout ce qui se passe aujourd'hui en ce qui concerne les fonds, le fonds spécial des ripostes Covid-19 et les acteurs impliqués dans cette riposte qui sont épinglés. Donc, tout cet environnement-là n'est pas de nature déjà à créer un climat de sérénité. Tout cet environnement-là n'est pas de nature à convaincre le Camerounais lambda de ce que tout ce qui est fait pour qu'il retrouve la santé. Pourquoi je vais aller me faire vacciner alors que le personnel de santé qui est en première ligne ne veut pas le faire? Il s'agit de votre santé, Olive. La question que je vous ai posée, vous n'avez pas encore répondu, Olive, en quelques secondes. Non, on ne peut pas aujourd'hui faire comme si... On ne peut pas aujourd'hui faire comme si tous ces éléments-là ne concourent pas au peu d'adhésion vous l'avez des déjà populations. dit, vous l'avez déjà dit. La question que je vous pose, c'est de savoir comment faire pour mobiliser remobiliser les Camerounais aujourd'hui autour de la lutte contre le Covid-19. Comment faire en sorte que les Camerounais acceptent d'aller se faire vacciner. Le ministre a annoncé l'arrivée d'autres doses de vaccins. Comment faire pour que ces vaccins-là ne... Moi, j'ai envie de vous poser une première question. Non, vous ne me posez pas la question. Je vais répondre à votre question, mais je vous pose une première question. Pourquoi seulement le vaccin et pourquoi ne pas insister sur le respect des mesures barrières, notamment se laver les mains, observer la distanciation sociale, porter le masque? Pourquoi ne pas insister là-dessus? Je réponds à votre question en disant une seule petite chose, c'est la communication de proximité qu'il faudrait essayer aujourd'hui de mettre sur pied. Pourquoi? Parce que ce n'est même pas déjà garanti que les populations vont accepter ce vaccin qui arrive, on doit le dire, dans un environnement déjà assez suffisamment miné par la désinformation, les fake news autour du vaccin. Vous avez vu la polémique sur le vaccin contre le cancer du col de l'utérus aujourd'hui, l'année dernière. Vous avez vu avec la dernière campagne de polio où on n'a même pas pu atteindre 85% de couverture vaccinale sur le plan national. Donc aujourd'hui, essayons de mettre sur pied la communication de proximité, allons vers les populations, mais surtout insistons sur le respect des mesures barrières également, parce qu'il n'y a pas que le vaccin. C'est vrai qu'on nous l'a présenté comme la mesure la plus efficace, mais il n'y a pas que le vaccin aujourd'hui pour aider à lutter contre le Covid-19. Un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse avant de retrouver Daniel Menanga pour les unes du lundi. Le président de la République a signé une ordonnance la semaine dernière augmentant le plafond d'endettement du Cameroun. Sur les objectifs de cette ordonnance, je vous propose d'écouter le directeur général du budget, Cyril Edoualo, est en focus dans cette édition de Scène de presse. L'article 49 a prévu dans la loi des finances initiale que le gouvernement est autorisé à recourir aux emprunts à concurrence de 300 milliards pour les emprunts concessionnels et 350 milliards pour les emprunts non concessionnels. Alors, pour modifier ces plafonds-là, le chef de l'État l'a donc fait par ordonnance, comme l'exige la loi. Il s'agit de 350 et 750 milliards, les nouveaux plafonds qui ont été fixés par l'ordonnance présidentielle. Donc, ça vise quoi? Ça vise donc à relever ces plafonds-là, parce que en ce moment, le gouvernement a des opérations d'emprunt à réaliser qui vont au-delà des plafonds qui avaient été fixés dans la loi des finances initiale. Le gouvernement entend donc racheter les eurobonds souscrits en 2015 et
Et le gouvernement traite donc avec les marchés pour faire cette opération-là, les marchés internationaux. Et les investisseurs ont besoin des engagements forts de l'État du Cameroun. C'est une opération avantageuse puisqu'elle intervient au moment où les marchés sont favorables. Et ça permet au gouvernement donc, de rallonger la période de remboursement de l'eurobond souscrit en 2015 et à des taux d'intérêt qui sont plus favorables que lorsque nous avons fait la première émission en 2015. Ce n'est pas un nouvel endettement. L'endettement reste de 450 milliards que nous avons émis en 2015. C'est seulement que nous allons maintenant, avec le rachat, les rembourser. On arrive à racheter la totalité. Ça sera à somme nulle. On va rallonger la période de remboursement et payer le moment venu à un taux d'intérêt moins élevé que l'intérêt pour lequel nous avons souscrit en 2015. Il s'agit d'une gestion stratégique de la dette et pour cibler les opportunités dont le gouvernement anticipe et ça permet donc d'avoir un allègement sur la trésorerie de l'État qui devait être mobilisée dans les 2 prochaines années pour pouvoir rembourser l'eurobond souscrit en 2015. Dernière de cette édition de Scène de presse, nous allons retrouver Daniel Menanga pour les unes du lundi. Bonsoir Daniel. Bonsoir Lucas, bonne fête des mères et à toutes, à Oliva Tangnake sur le plateau avec vous. À toutes les mamans téléspectatrices également, bonne fête. On va commencer cette une de façon exceptionnelle. C'est l'une des rares fois que l'armée de l'air, l'armée en général, la Grande Muette, s'exprime et donc aujourd'hui on va ouvrir cette rubrique avec Armée de l'air Info. C'est un magazine d'information de l'air du Cameroun. Le numéro 20 est une édition spéciale qui présente donc les 60 ans de l'armée de l'air. Vous aurez à lire, entre autres, la naissance de l'armée de l'air au Cameroun, et également les pionniers de l'armée de l'air aujourd'hui, et puis les perspectives, sans oublier également le rapport et la contribution de l'armée de l'air dans la synergie armée et nation au Cameroun. Pour la suite, avec les autres unes, comme vous le savez, on aura Cameroun Tribune à lire dans les kiosques ce lundi et qui nous parle donc de coopération. Cameroun-Guinée équatoriale, des projets ensemble, la construction d'un pont sur le fleuve Ntem et d'autres projets ont meublé l'audience accordée vendredi dernier au Palais de l'Unité par le président de la République, Paul Biya, au ministre d'État équato-guinéen chargé de l'intégration régionale, Balthazar Ngonga Edjo. C'est à lire donc dans le quotidien national bilingue ce lundi. Intégration nous parle de fusion CEMAC-CEAC, le visage de la monnaie unique. Les experts des 11 pays d'Afrique centrale viennent de donner l'onction pour la création d'une institution qui va porter le projet sur ses fonds baptismaux. Également, consommation au Cameroun, le pain maigri sans changer de prix. Et puis, Eco-Matin nous parle de dialogue public-privé. Le JICAM propose une réforme au CBF, Cameroun Business Forum. Face au Premier ministre le 18 mai 2021 à Douala, le président du JICAM a remis sur la table le dossier d'une nouvelle relation État-secteur privé. Avec l'inefficacité établie, c'est Eco-Matin qui le dit, du Cameroun Business Forum, les chefs d'entreprise plaident pour l'adoption du Cameroun Business Council. Les détails donc à lire dans le journal Eco-Matin de ce lundi. The Guardian Post Daily about government's divide and rule strategy sets Southwest Regional Assembly on fire. Douala, couple arrested for producing fake beer. IMF pledges to support CEMAC countries transform economies. L'économie report nous parle de l'exécution du BIP,
du budget d'investissement public, les difficultés demeurent. Elles ont été présentées le 27 mai 2021 à Yaoundé par le Comité national de suivi de l'exécution physico-financière de l'investissement public, nouveau programme économique Cameroun et FMI s'accordent. Le Pélican parle du sujet de la deuxième une de scène de presse, Covid-Gate, tous présumés innocents. Dans un communiqué qu'il a signé vendredi 28 mai 2021, le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, dans sa posture de porte-parole du gouvernement, fait la lumière sur l'opération en cours dans le cadre de la justification de l'utilisation des fonds alloués sur hautes instructions du chef de l'État des départements ministériels. Défi actuel, fuite de documents, des secrets d'État se répandent sur Internet. De l'agent de bureau au ministre, tous règlent désormais leur compte ou plaident leur cause en diffusant des documents confidentiels sur l'État, sur les réseaux sociaux. Relance économique, le nouveau programme avec le FMI dévoilé s'étendra sur 3 ans et aura pour priorité la reprise de la croissance économique, nous dit le journal de François Bambou, Ladies News, protection de la femme et de la jeune fille, le WILDAF, porte-voix de la femme malienne, lancement officiel du rapport 2021. Journée mondiale de l'Afrique, la femme, une préoccupation pour NDH, Cameroun. Le quotidien rend hommage à un illustre aîné, Pascal Mbéaba. Hommage donc rendu par le directeur général de la Cameroun Radio Television, Charles Ndongo. Il salue le journaliste, l'enseignant et le modèle. C'était ce week-end lors des adieux à l'une des voix du Trésor au poste national de la CRTV. Mutation, enfin, contrefaçon comme un poison dans l'eau. De nouveaux cas débusqués font craindre le pire, le cri du réseau national des consommateurs. Et puis également, il parle de Covid-Gate, cette affaire de gestion des fonds de la pandémie de Covid-19 au Cameroun. Voilà, Lucrèce, pour l'essentiel de cette rubrique, pas comme les autres. Merci beaucoup Daniel Menanga. Madame, monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci madame, merci monsieur d'être venu. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir.